Notre invité ce matin, Manuel Valls, bonjour. Bonjour. Député de l'Essonne, ancien Premier ministre. Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour Manuel Valls. Bonjour. Le gouvernement espagnol et la région catalane sont comme deux trains lancés l'un contre l'autre. Ils inquiètent l'Europe. Nous allons écouter d'abord le Premier ministre espagnol, Mariano Rajoy, puis Carles Puigdemont, qui est le président de la région catalane. Nous avons appliqué l'article 155 parce qu'aucun gouvernement, j'insiste sur le fait qu'aucun gouvernement d'un pays démocratique ne peut accepter que la loi soit ignorée, violée ou modifiée et avec l'intention d'imposer ses critères à autrui. Et voilà la réponse du président de la région Catalogne. Ce qu'ils sont en train de faire avec la Catalogne est une attaque directe à la démocratie qui ouvre la porte à d'autres abus du même type à n'importe quel endroit, pas seulement en Catalogne. Vous êtes catalan d'origine, Manuel Valls, vous êtes né à Barcelone, vous soutenez le gouvernement espagnol, pourquoi? Comme Français et comme Européen, parce que toucher aux frontières, démembrer un État-nation, l'Espagne est un État-nation, un des grands États-nations de l'Union européenne. Sa construction est différente de la nôtre. C'est un pays, un État, une nation qui reconnaît sa diversité, ses nationalités. Son histoire n'est pas une histoire centraliste et jacobine comme la nôtre. On parle le catalan, on parle le basque, on parle le galicien. Donc c'est très différent. Je le dis, mais je m'exprime bien sûr avec la force et la fierté de mes origines, mais d'abord comme Français européen. Donc démembrer un État comme l'Espagne, c'est commencer progressivement à démembrer l'Europe. Et dans le monde d'aujourd'hui, avec ces grandes puissances politiques, économiques que sont la Chine, l'Inde, les États-Unis d'Amérique, bien sûr, avec l'émergence de ce grand continent qu'est l'Afrique demain, et l'Espagne, comme nous, est un pays frontière de l'Afrique, un pays méditerranéen, c'est affaiblir non seulement un État-nation, mais c'est affaiblir progressivement l'Europe, et puis c'est ouvrir la boîte de Pandore à la dislocation de l'Europe. Les nations se sont faites. Elles peuvent se défaire. Et si les nations se défont sous un rythme démocratique, c'est-à-dire si les Catalans majoritairement le décident, qu'est-ce qu'on a à objecter? Oui, mais vous avez raison, mais il faut rappeler que nous vivons en paix depuis 70 ans seulement. L'Espagne est sortie de la dictature il y a 40 ans, mais nous vivons en paix depuis 70 ans seulement. Et quand on touche aux frontières de grandes nations qui se sont fait la guerre pendant des siècles, l'Italie, l'Allemagne, plus récemment bien sûr, mais d'abord l'Espagne, la France, l'Angleterre, on risque de mettre le feu aux poudres. On touche à quelque chose d'essentiel. L'Espagne est constituée depuis plusieurs siècles, avec encore une fois une identité très forte, qui est celle de la Catalogne, avec une langue, une culture, une fierté. Mais la force, je l'ai toujours cru ainsi, la force de la Catalogne, c'est d'être la Catalogne, avec le catalan, sa culture, sa langue donc, sa littérature, ses grands peintres, Miró, Dali, chacun, l'architecture de Gaudi, cette marque incroyable qu'est Barcelone, mais c'est d'être aussi espagnol, et c'est d'être aussi européenne. Et puis enfin... Si on a bien compris, parce qu'on n'est pas sûr que même le gouvernement espagnol sait exactement comment gérer la situation, Mariano Rajoy propose cependant que des élections se tiennent en Catalogne, donc des élections régionales. Mais là, c'est accepter aussi le risque que le courant indépendantiste soit majoritaire. Donc accepter, si l'on en passe par des élections, la partition de l'Espagne. L'Union européenne reconnaît les États démocratiques et leur intégrité. Dans la constitution espagnole, celle de 1978, qui est une constitution parmi les plus évoluées et les plus démocratiques au monde, il n'est pas prévu qu'une région puisse sécessionner. Le référendum qui a eu lieu il y a quelques semaines, et beaucoup d'observateurs et surtout nos compatriotes ont découvert à ce moment-là ce qui se passait en Espagne, ce qui se passait en Catalogne, ont pu être surpris. Mais c'est un référendum totalement illégal. Je ne parle pas du référendum, je parle des élections qui pourraient avoir lieu pour tenter de sortir. Même si les indépendantistes remportaient de nouvelles élections. Ils ont déjà remporté des élections en siège et pas en voix il y a 3 ans. Mais c'est le risque, mais ça c'est le risque de la démocratie. Mais il n'y aura pas... C'est une contradiction quand même. Il n'y aura pas, mais ça il faut le demander aux autorités espagnoles, il n'y aura pas d'indépendance en Catalogne. C'est une impasse absolue. Les dirigeants catalans, là je rentre un peu trop peut-être dans le débat catalan ou dans le débat espagnol, vous m'en excuserez, mais ont expliqué que la Catalogne pouvait sortir de l'Espagne
tout en restant dans la l'Europe. zone euro et dans Oui. l'Union européenne, c'est faux, ça ne peut pas C'est arriver. une interprétation du statut on- du traité de ont la expliqué communauté. que les entreprises ne partiraient pas. Or, il y a Elles partent. plus de 1500 entreprises, et pas les moindres, très symboliques dans l'histoire économique de la Catalogne moderne. Je pense notamment au secteur bancaire. Tout cela peut se traduire par ailleurs par un désastre économique pour la Catalogne, pour l'Espagne, avec de vrais risques sur la zone euro. Donc, les dirigeants européens ou les dirigeants français comme moi doivent dire qu'il y a un vrai danger pour l'Union européenne, et c'est pour cela qu'il faut soutenir le gouvernement espagnol. Bien sûr, il faut qu'il y ait des élections, il faut qu'il y ait un dialogue, il faut que tout cela se passe de la manière la plus pacifique possible, mais on ne peut pas mettre en cause l'intégrité d'un pays. Vous vous rendez compte, si nous, il y avait une région qui décidait illégalement d'organiser un référendum et au nom de l'autodétermination de partir, mais personne ne l'accepterait dans notre pays, donc on ne peut pas l'accepter pour l'Espagne. Et il faut être solidaire dans ce moment-là de l'Espagne, qui est un pays ami, qui est par ailleurs une des premières économies de l'Union européenne, et qui va bien. Un épisode singulier s'est déroulé hier. Vous prenez des positions publiques et votre sœur vous a répondu dans un tweet. Votre sœur se prénomme Giovanna. Elle vit à Barcelone et elle vous reproche de soutenir l'État espagnol, donc Madrid, et elle fait référence à votre grand-père, Magui, qui était lui-même un journaliste indépendantiste. Non, c'est pas un journaliste indépendantiste. D'abord, vous savez... C'est pas un journaliste ? C'est un journaliste, mais pas indépendantiste. Ah, mon grand-père donc était... Elle y fait référence. Oui, c'était le rédacteur en chef d'un grand journal catholique, catalaniste, républicain, interdit dès juillet 1936 par la faille, par la CNT au moment où la guerre civile commence, donc par l'extrême gauche à Barcelone, puis lui-même interdit de journalisme par Franco. C'est d'ailleurs un des sujets qui me préoccupe, non pas mes relations avec ma sœur, pour qui je n'ai que amour et tendresse, mais il y a, dès qu'on touche à ces questions-là, dans la société catalane même, dans les familles, il y a une profonde division. Quand on joue avec cela, et c'est ce que j'ai à reprocher le plus aux dirigeants indépendantistes catalans, quand on fait croire à l'illusion d'une sortie de l'Espagne, quand on exalte le nationalisme, l'indépendantisme, alors toutes les ruptures sont possibles. Il faut avoir un peu de recul, ce que j'ai en étant ici, et se rappeler de ce qu'est l'histoire européenne et de ce qu'est l'histoire espagnole. Elle peut produire le meilleur, on l'a vu avec la transition démocratique, elle peut produire le pire. Vous regrettez l'expression publique de votre sœur ? Non, pas du tout. Cette interpellation publique ? Pas du tout, parce que c'est ainsi. Et puis maintenant, grâce aux réseaux sociaux, tout le monde est au courant et de tous les débats dans les familles. C'est ainsi. C'est le cas ce matin. Manuel Valls, notre invité sur France Info. On va parler de la politique française. Dans une minute, juste après l'info, 8h41. Agathe Mahui. Les chauffeurs routiers échappent à la réforme européenne du travail détaché. Durée maximale 12 mois, c'est donc le compromis trouvé hier soir à Luxembourg, mais sans affecter le secteur des transports. Malgré cela, l'Élysée se félicite et parle d'une victoire pour l'Europe. Lui a décidé de s'aborder sa propre entreprise dans les Vosges, l'ancien propriétaire de la papeterie UPM près d'Épinal. Une papeterie vieille de plus de 500 ans. Les dernières machines seront vendues aux enchères cet après-midi, mais pour éviter qu'elles ne soient rachetées par un concurrent, eh bien, le dernier patron de l'usine fermée en 2014 a percé les cylindres, les rouleaux de la machine à papier. De possibles abus policiers, mais pas de mauvais traitement sur les migrants à Calais. 1 an après le démantèlement de la jungle, l'inspection générale des forces de l'ordre rend son rapport. L'enquête exclut aussi l'usage de gaz poivre. Et puis en Chine, Xi Jinping désormais sur le même plan politique que Mao. Le nom de l'actuel dirigeant vient en effet d'être inscrit dans la constitution du Parti communiste chinois. La doctrine de Xi Jinping, sa pensée devront donc guider à présent l'ensemble des travaux du régime chinois. France Info. L'ancien Premier ministre Manuel Valls est notre invité ce matin, Jean-Michel Apathy. Vous êtes député de l'Essonne, vous siégez dans le groupe La République En Marche, vous soutenez donc l'action politique du gouvernement qui n'est pourtant pas tendre avec la majorité qui lui a précédé. Vous avez été Premier ministre. On a noté par exemple dimanche Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, qui a reproché à votre gouvernement une espèce d'amateurisme pour la mise en place du tiers payant généralisé. On écoute Agnès Buzyn, elle était au micro d'RTL.
Le tiers payant généralisé au 1er décembre est irréaliste. Et donc on sera prêt pour quand ? Moi je regrette qu'on vote des lois sans se préoccuper de savoir si c'est faisable. Parce que moi aussi je veux lutter contre la difficulté d'accès aux soins. Ah, vous avez entendu sur le tiers payant. Alors... Quand on me donne un système qui à la fin n'est pas faisable, je trouve que le cadeau n'est pas très sympathique. Et vous répondra peut-être l'ancienne ministre de la Santé. Certainement. Alors Marie... Pas contente Agnès Buzyn, et puis on note aussi que dès qu'il le peut, le ministre de l'économie Bruno Le Maire vous casse du sucre sur le dos. Il était invité il y a une dizaine de jours de France Info, il était à votre place et sur la taxe des 3%, là aussi il dit c'était quand même n'importe quoi, on l'écoute. Il faut arrêter de faire n'importe quoi avec les comptes publics, n'importe quoi avec la fiscalité. Maintenant il faut trouver 9 milliards d'euros au minimum pour rembourser les entreprises qui ont eu à payer une taxe qui a été jugée illégale par le Conseil constitutionnel. Ça vous agace d'être malmené comme ça, Manuel Valls? Non, ça m'amuse. L'avantage de ma situation... Vous avez l'air très détendu, oui. Je suis un acteur politique, je suis député, je me situe dans la majorité. Mais l'avantage d'avoir été ministre de l'Intérieur, Premier ministre, dans une période difficile, c'est parfois de prendre un peu de recul par rapport à un certain nombre d'arguments. Prenons les sujets. Le tiers payant, je l'ai défendu. Et c'est une réforme importante, juste, notamment pour les plus modestes. Mais nous avons toujours su... C'est un prétexte, là? Nous avons... Je ne crois pas. Moi, vous pensez qu'elle est sincère? dans Agnès Buzyn, qui est une grande dame, qui connaît bien ces questions dont... Parce que les syndicats de médecins disent chouette, on est vachement contents. Les syndicats de médecins s'y opposaient beaucoup. Mais je me rappelle aussi que beaucoup de parlementaires, dans la majorité, considéraient, avec les syndicats de médecins, que techniquement, la mise en place peut-être aurait dû demander un peu plus de temps. La ministre avait demandé un rapport à l'inspection générale. Celle-ci demande un décalage, qu'on regarde un certain nombre de problèmes techniques. Il faut le regarder. Ça n'est qu'un décalage, ce n'est pas un enterrement. Je l'espère. Le principe lui-même est un bon principe. Et Bruno Le Maire, on ne peut pas faire n'importe quoi avec la fiscalité. C'est sur la fameuse contribution, je crois, sur les bénéfices distribués, qui est une affaire qui dure depuis plusieurs années, puisque c'est une taxe qui avait déjà été mise en place en 2009. Quand Nicolas Sarkozy était président. C'est une vieille histoire. Quand Bruno Le Maire était ministre de Nicolas Sarkozy. Cette taxe a été votée en 2012 sur les dividendes. C'était un engagement de campagne de François Hollande, voté par la majorité. À l'époque, je n'étais pas Premier ministre, mais enfin, membre du gouvernement, j'en suis entièrement solidaire. Et le Conseil constitutionnel, il y a quelques mois, ça vient d'être notifié, après une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, a annulé cette taxe. Les chiffres sont spectaculaires, les mots sont là pour frapper l'opinion, affaire d'État. Bruno Le Maire, qui lui-même a demandé là aussi à l'inspection des finances un rapport, n'aura pas d'autre solution. Il est en discussion, comme nous l'étions depuis plusieurs mois, avec les grandes entreprises pour mettre en place une autre taxe. Mais du coup, vous vous sentez à l'aise dans cette majorité? Parce qu'on a noté aussi que Emmanuel Macron, il y a 10 jours, à 3-4 reprises, il en profite pour épingler le bilan, le passif, le passé, François Hollande. Et vous, vous êtes partie prenante de cette action qui vous critique. C'est le jeu politique que je trouve vous leur demandez pas d'arrêter un peu dépassé et un peu, comment dire, old school, non? Vieille c'est pas le nouveau monde. Ancien monde. Moi, je reviens à l'essentiel. Et d'ailleurs, tout le monde l'oublie, parfois dans la majorité et dans l'opposition. Nous avons échappé au pire au printemps dernier. Le populisme, l'extrême droite, aurait pu l'emporter. Aujourd'hui même, vous venez de le dire, il y a un instant, l'extrême droite rentre en force au Parlement allemand, une centaine de députés. Il vient y avoir des élections en République tchèque, où le populisme l'a emporté, la social-démocratie a été effacée. Il y a les fractures, nous venons de l'évoquer, en Espagne ou en Italie du Nord. Il y a le Brexit qui se profile. Il y a l'égoïsme de pays comme la Pologne et la Hongrie. Il y a nos propres fractures et nos propres divisions, ne les oublions pas. Les conditions de l'élection d'Emmanuel Macron sont fragiles. Elles restent fragiles. Au premier tour de l'élection présidentielle, avec une forte participation, la moitié des Français ont voté pour des partis populistes ou anti-européens. Le Pen, Dupont-Aignan, Mélenchon et l'extrême gauche. Et parfois, certains responsables politiques font comme si tout cela n'avait pas eu lieu. Il fallait revenir à des vieux débats, s'accuser les uns et les autres. Non, tous ceux qui croient en l'Europe, il y a encore des avancées cette nuit sur le travail détaché. Il y a eu le discours de très grande qualité d'Emmanuel Macron il y a quelques semaines. Tous ceux qui croient en l'Europe, dans la démocratie, dans la République, et je veux pleinement l'incarner, notamment l'idéal laïque. Tous ceux qui pensent que nous vivons une situation compliquée, difficile, parce qu'il y a des fractures sociales, territoriales, que beaucoup de nos compatriotes se sentent abandonnés, parce qu'il y a la montée du fondamentalisme,
doivent être responsables. Donc moi, face à ces petites querelles, je les regarde de loin, je souris et je me consacre à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le redressement du pays. Élection fragile d'Emmanuel Macron, avez-vous dit, Manuel Valls. Il faut en tenir compte dans l'action aujourd'hui ? Bien sûr, tout le temps. Il faut à la fois réformer, parce que ce que les Français demandent, et il y a devant nous des chantiers très importants, majeurs. Je pense à la réforme de l'assurance chômage et de la formation, parce que dans le monde d'aujourd'hui, avec ces transformations, la digitalisation de l'économie, il faut former les salariés, parce que nous pouvons avoir de la croissance, nous pouvons avoir des créations d'emplois et en même temps avoir du chômage. Et ceux qui ne se sentent pas concernés par ces créations d'emplois, c'est un des risques. Et en même temps, oui, il faut être à l'écoute, il faut être attentif à ceux qui souffrent. Ce gouvernement je le pense. Il y a la critique du gouvernement des riches. Mais il faut toujours être à l'écoute. Mais quand on gouverne, c'est difficile. J'en sais quelque chose et parfois, on n'est pas assez à l'écoute des citoyens. Il faut être à l'écoute. La suppression de l'impôt sur la fortune a du mal à passer. Oui, sans doute, parce que ce sont des débats. Réserve D'abord, je l'ai voté, je vais encore la voter puisque nous allons voter la première partie de la loi de finances cet après-midi. J'avais dit en son temps que c'était un impôt idiot. Je sais quels ont été les dégâts. Vous aviez dit aussi qu'il ne fallait pas le supprimer. Oui, mais parce que j'étais au gouvernement et on est pleinement solidaires. Mais j'avais bien vu en 2012 les dégâts de la fameuse taxe à 75% à l'extérieur. Ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui va dans le sens de soutien aux entreprises et à l'attractivité de notre pays, mais je veux valoriser la suppression progressive de la taxe d'habitation. Je fais même partie de ceux qui pensent qu'il faut à terme la supprimer. Voilà, c'est un point d'accord avec Bruno Le Maire, parce que dans les villes populaires dont je suis l'élu, c'est 90% des gens qui ne paieront plus la taxe d'habitation, la suppression des cotisations sociales. Donc vous soutenez globalement Oui, parce que je pense que c'est ça qui va dans le bon sens, mais il faut être attentif aux classes moyennes, et je pense qu'il faudra mettre en place l'un des engagements qui avait été pris, parce qu'il avait fait très mal d'ailleurs quand nous étions revenus là-dessus en 2012, qui est la défiscalisation des heures supplémentaires, parce que moi je veux aussi qu'on aide le travail et les classes moyennes qui ont besoin de pouvoir d'achat et de considération. Promesse d'Emmanuel Macron dont il ne parle plus et que plus personne n'évoque au gouvernement, défiscaliser les heures supplémentaires. Comme il souhaite tenir ses engagements et ses promesses, je ne doute pas qu'elle sera mise en œuvre au cours du quinquennat. J'aurais une question rapide. Vous avez été très longtemps élu local, maire d'Évry. On assiste là à une véritable fronde des bailleurs sociaux qui se plaignent de la baisse des APL qu'ils vont supporter, 1,5 milliard de recettes en moins chaque année, et donc des bâtiments qui ne seront pas rénovés. Vous comprenez leur colère ou vous dites qu'il faut bien réformer les APL? Non, il faut réformer les APL, il faut réformer le financement du logement, mais il faut être à l'écoute parce qu'en effet, moi, quand je suis devenu Premier ministre, j'ai dû faire beaucoup d'efforts pour sortir du marasme dans lequel nous avions mis une partie de la loi Duflot. Et maintenant, le logement va mieux et ça crée de l'emploi. Donc, il faut être attentif à l'attente de ce secteur. Je ne doute pas que le gouvernement va le faire dans les jours qui viennent. Il y a urgence. Manuel Valls avec nous ce matin. On va parler dans une minute d'un parti que vous connaissez bien, le Parti Socialiste. Avant cela, l'info, 8h50, Agathe Mahé. Et justement, après la mise en vente de Solferino, un plan social au PS, le budget annuel ayant été dégradé de 20 millions d'euros, débâcle électoral oblige, le Parti Socialiste réuni en conseil extraordinaire ce matin pourrait se séparer de 70 personnes, soit plus de la moitié de ses salariés. Agnès Buzyn en première ligne ce soir à l'Assemblée. La ministre de la Santé, accompagnée de Gérald Darmanin, va défendre le budget 2018 de la Sécurité sociale avec sa mesure phare, la hausse d'1,7 de la CSG et au total 1200 amendements à étudier. La ville de Nantes paralysée, journée blanche, aucun bus, aucun tram ne circulera aujourd'hui. Les chauffeurs protestent après l'agression de plusieurs agents. La fin de 13 jours de grève à Marseille. Le ramassage des poubelles reprend. Les éboueurs de la société de Richebourg ont obtenu le maintien d'une prime qui devait être diminuée. Et puis Cristiano Ronaldo, sacré meilleur joueur FIFA de l'année, sans surprise. Le Real récompensé aussi via son coach. Zidane, meilleur entraîneur 2017, sans oublier Olivier Giroud, prix du plus beau but. C'était le 1er janvier dernier, Arsenal contre Crystal Palace. France Info. Manuel Valls, ancien Premier ministre et député de l'Essonne, est notre invité, Jean-Michel Apathy. Le Parti Socialiste est affaibli, est sorti affaibli évidemment des élections. Sa direction, Ruud Solferino, va présenter aujourd'hui un plan social pour ses permanents. Du coup, certains se demandent si la social-démocratie, le Parti social-démocrate en France, qui était le Parti Socialiste, est mort ou pas. Pour l'ancien candidat à l'élection présidentielle, Benoît Hamon, ça ne fait pas de doute, c'est oui. Et Benoît Hamon a même trouvé les auteurs. On l'écoute. Ce qui vient de loin, c'est la perte d'influence électorale de la social-démocratie européenne et française. Quand vous dites social-démocrate, comme beaucoup se disent social-démocrate, il faut être un tout petit peu social,
vouloir améliorer la vie des gens, et un peu démocrate. Quand on a l'impression de vouloir plus passer par 49.3 ou par ordonnance maintenant pour Emmanuel Macron, quand finalement on ne respecte pas le vote des primaires, bon, on respecte assez peu la démocratie. Vous respectiez assez peu la démocratie, Manuel Valls, et peut-être êtes-vous responsable des mauvais résultats? Sans doute, chacun a une part de responsabilité. J'imagine que le candidat à l'élection présidentielle aussi, peut-être ça n'est pas passé, avait un passage sur son propre mea culpa, mais tout ça est derrière nous. Le plus intéressant, là on peut peut-être rejoindre Benoît Hamon, c'est la crise de la social-démocratie. Je pense qu'elle est profonde, pas seulement en France, mais partout dans le monde. En Allemagne, elle n'a fait que 20%. Mais pour rester sur la France, vous pensez qu'Emmanuel Macron a remplacé le Parti socialiste, ou vous pensez que le Parti socialiste a un espace pour se reconstruire? Moi, je pense qu'on est dans une mutation, la décomposition, recomposition de la vie politique en France, mais ailleurs, elle est loin d'être terminée. Moi, j'ai quitté le Parti socialiste, j'y ai évidemment des attaches, j'y ai passé plus de 30 ans, des amis, et je regarde évidemment la vie actuelle du Parti socialiste toujours avec un peu de tendresse, mais c'est derrière moi. Mais la social-démocratie ou le socialisme réformiste sont confrontés à une crise parce qu'on n'a pas su répondre aux conséquences de la globalisation financière, à la crise de l'État-providence et à la crise des finances publiques, et parce que aussi la gauche, la social-démocratie, n'ont pas su répondre aux grands défis provoqués par ces terribles attentats du 11 septembre de 2001. Elle ne sait pas répondre notamment à la montée de l'islamisme, de l'islam politique. Donc sur toutes ces questions-là, faute d'y répondre, faute de s'être préparé à gouverner de nouveau, les contradictions ont évidemment éclaté. Mais ce sont des questions de fond. On les retrouvera, je pense, notamment au grand rendez-vous des élections européennes de 2019. Il faudra choisir entre ceux qui sont pour la construction européenne et ceux qui veulent en sortir. C'est le cas notamment, au fond, ce que présente Jean-Luc Mélenchon. Chacun devra faire des choix. Et donc, il faut bâtir quelque chose de nouveau. Emmanuel Macron représente cette social-démocratie aujourd'hui? Oui, à sa manière. Il ne s'en réclame pas forcément, mais il y a incontestablement une volonté de réformisme, de progrès, de respect de la démocratie, d'incarnation de la République. Mais on voit bien que cette mutation est loin d'être terminée. Et il faut encore du temps, bien sûr. Les travaillistes anglais ont fait un autre choix, ils sont plus à gauche et manifestement ils en tirent quelques bénéfices. Oui, attendons par ailleurs, pour le moment ils n'ont pas gagné les élections, mais votre remarque est juste. Au fond, on voit bien que pour une partie de la gauche, il y a une fuite en avant, dans une forme de retour en arrière, si vous me permettez cette contradiction, dans ces deux mots, par une certaine idée. Jérémy Corbyn, c'est une fuite en avant. Oui, parce que c'est l'étatisme, c'est au fond tourner le dos à ce qu'est la réalité du monde, une ambiguïté incontestablement sur le projet européen, et pas seulement sur ce sujet-là. On le voit en Espagne avec Podemos, on le voit en France avec les Insoumis, on le voit aussi en Allemagne avec Die Linke. Donc vous avez une division, une fracture au sein de la gauche, des fractures qui sont, je l'avais dit en son temps, parfois irréconciliables et qui vont poser la question pour la gauche d'une manière générale, mais aussi pour En Marche, avec qui on gouverne, quelles sont les alliances qu'on bâtit, comment on dépasse ça. Ce qui est intéressant, gauche et droite, c'est terminé d'une certaine manière. Alors, il y a une forme de dépassement. Et ce qui est intéressant et ce qui est arrivé en France, c'est que précisément, il y a eu cette possibilité, ce choix offert par Emmanuel Macron. Parce que sinon, peut-être que le choix du deuxième tour, c'était entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Et ça, moi, je ne le souhaitais pas, et je ne le souhaite ni pour mon pays, ni pour l'Europe, ni pour la démocratie, ni pour l'idée que je me fais des valeurs. Quel type de dialogue vous entretenez aujourd'hui avec Emmanuel Macron? Vous parlez, vous avez des contacts, oui, vous êtes fâché, vous êtes... vous savez, en politique, se fâcher, mettons de côté les sentiments. Bien sûr qu'il y a ce dialogue, mais ça nous appartient. Ça vous appartient. Vous avez l'impression qu'il utilise votre expérience comme il devrait pouvoir le faire? Vous êtes un peu frustré? Vous êtes dans quel état d'esprit? Non, mais moi, la frustration, le regret, le remords sont des éléments qui me sont totalement étrangers. C'est pas une posture? Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. J'ai eu l'honneur, vous savez, vous le rappeliez tout à l'heure, je suis un naturalisé, né à Barcelone. La République m'a tellement apporté, j'ai été député, maire, j'ai gouverné ce pays dans des moments très, très difficiles, affronter le terrorisme, et ça... un défi qui est malheureusement encore devant nous. Et aujourd'hui, je sers mon pays en étant député, en m'investissant sur des sujets qui me passionnent. Je pense à la Nouvelle-Calédonie, aux questions de sécurité, à la politique de la ville, qui doit être mieux incarnée par ce gouvernement, parce qu'il y a une attente dans... Parce qu'il y a un déficit.
Parce qu'il y a une attente dans les quartiers populaires, à sa jeunesse. Je pense qu'il faut réformer en profondeur, vous voyez, les regrets, davantage l'éducation nationale qui produit trop d'inégalités. Il y a des chantiers, donc moi je suis engagé, je veux être utile à mon frustré, pays. pas déçu. Non, parce qu'en plus je pense que ma voix porte, un peu d'immodestie aussi parfois est nécessaire en fin d'émission. En fin d'émission, c'est exactement le cas. Merci à vous Manuel Valls Merci à vous d'avoir accepté notre invitation ce matin sur France Info. Bonne journée.